Dans la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas, voici aujourd'hui le round numéro 11, réseau Fabra-Alcacer. Un réseau pédocriminel et de corruption impuni depuis 15 ans en Espagne. Des médias espagnols, comme La Repubblica, ont récemment fait sortir une sale affaire, un réseau dans lequel on trouve des politiques, des magistrats, une infirmière assassinée et des gamins violés devant les caméras. Décidément un classique. La Repubblica nous explique ainsi que, je cite, « Carlos Fabra pourrait être impliqué dans une affaire de viol de fillettes mise à jour par le fisc. » Qui est ce Carlos Fabra ? Un homme d'affaires et politicien libéral à l'allure, mais pas seulement, de mafieux et au carnet d'adresses bien fourni. Il est aujourd'hui à un poste clé pour un réseau pédophile en tant que président d'Aerocas, la société publique de gestion de l'aéroport de Castellón. Il vient d'une riche famille très implantée en politique depuis plusieurs générations. En 1972, sous Franco, Fabra devient secrétaire du groupe provincial de protection des mineurs avant d'atterrir à la Chambre de commerce. Il a même été rapidement secrétaire de la conférence des chambres de commerce espagnoles et françaises et a été président du Parlement régional jusqu'en 2010. En 2008, une enquête pour fraude fiscale l'a vaguement inquiété, mais apparemment l'individu a pas mal de casseroles politico-financières et de corruption aux fesses. Fabra est un facho fan de Franco, qui a même été jusqu'à nier l'existence du coup d'État fasciste en 1936. Selon lui, Franco a instauré la paix et la justice en Espagne. En 2009, il avait déjà été question d'un réseau pédophile puissant, avec des liens internationaux qui a mystérieusement échappé aux couperets de la justice, et cela malgré une accumulation certaine de témoignages concordants. C'est Reinaldo Colas, le père de 2 fillettes qui ont été victimes, entre autres, d'un certain Giuseppe Farina, ex-président de l'AC Milan jusqu'en 1986, quand Berlusconi lui a succédé suite à des détournements d'argent, ce qui lui a valu de s'exiler d'Italie. Et chef d'entreprise lui aussi, qui a permis de dévoiler une partie de ce réseau. Le papa en question a découvert que ses filles étaient exploitées sexuellement, ainsi que d'autres enfants par un groupe de personnages puissants de la région de Valence en Espagne, au cours de soirées privées. Certaines de ces soirées auraient eu lieu à la ferme Mas del Coll, ou encore dans un bar de Bernicarlo, où les viols d'enfants étaient filmés. Farina, un Italien, était le nouveau compagnon de la mère des fillettes, âgée de 40 ans de plus qu'elle. Il va sans dire que l'affaire avait été étouffée, jusqu'à ce qu'un des membres du réseau se pointe devant le procureur en tant que repenti. Il a tout raconté et dit que le type au sommet de ce réseau était Carlos Fabra, le président du Parlement castillan. Giuseppe Farina et Bernard Alapetite, ce pseudo-cinéaste pédophile et néo-nazi français qui organisait un système de pédopornographie avec les réseaux Toro Bravo et Ado 71 notamment, faisait partie du même réseau ainsi que de grands avocats, des chefs d'entreprise, des juges et des politiques. Tout ce petit monde était membre d'une même organisation mafieuse. Alapetite était en fait un producteur et un diffuseur de films pédophiles avec des viols d'enfants qu'il revendait $120 l'unité. Au sujet d'Alapetite, Libération mentionnait, je cite, « L'organisateur présumé du trafic de cassettes, Bernard Alapetite, 46 ans, interpellé à La Baule, Loire-Atlantique, où il était sous contrôle judiciaire, s'est vu notifier une nouvelle fois sa mise en examen et a été écroué hier après-midi. Alapetite avait été condamné 3 fois pour des faits similaires et avait écopé de 3 ans et demi avec sursis. Ses derniers ennuis judiciaires remontaient à 1992. Il avait été jugé 2 ans plus tard, puis les enquêteurs l'avaient à nouveau entendu dans l'affaire Toro Bravo en novembre 1996. Bernard Alapetite connaît bien les principaux accusés du procès Toro Bravo. Comme Michel Cagnet, cet ancien ingénieur en construction mécanique vient de l'extrême droite et a collaboré dans les années 70 à la revue néofasciste Défense de l'Occident, et elle est celle de la nouvelle extrême droite, Élément, édité par le Grèce,
groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne. Kenyet, trésorier de la FAN, Fédération d'action nationale européenne, en 1978, s'en était fait bruyamment exclure au lendemain du 20 avril 1986, après le traditionnel banquet pour l'anniversaire d'Adolf Hitler. Kenyet avait distribué son journal Gay France aux invités étrangers et suggéré que Mussolini était homosexuel, ce que les camarades italiens avaient fort mal pris. Fin de citation. On peut aussi noter qu'à la petite, un facho qui a écrit dans diverses revues d'extrême droite, Défense de l'Occident, Initiative nationale du Parti des Forces Nouvelles et Éléments, était dans le coin où Madeleine McCain a disparu au moment des faits, et qu'il a même été suspecté de l'enlèvement par les flics et par un journaliste espagnol. En 1995, il aurait carrément servi d'informateur pour démanteler un réseau pédophile implanté dans un bar de Séville, dans le cadre d'une opération de police intitulée Arni. Le pendant français était l'opération Toro Bravo, à Mâcon mais aussi à Bogota. 66 personnes ont défilé devant le tribunal en 2000, lors de l'appel. Et il y a aussi eu quelques suicides lors des arrestations, dont un haut cadre de Giat Industries à Tulle, la fille de François Hollande, qui s'est pendu après qu'on ait retrouvé des vidéos pédoporno chez lui. Près de 700 liés à ce réseau ont été identifiés en France, mais seulement 235 types ont été mis en cause. Parmi eux, beaucoup avaient un travail en relation avec les enfants. À l'époque, un représentant de la Ligue des droits de l'homme avait parlé de chasse aux sorcières au sujet de ce procès, précisant qu'il ne fallait pas confondre du trou et des pédophiles voyeurs. À la petite n'a pas été inquiété pour l'opération espagnole et a pris seulement 1 an de prison en France. Depuis, on aurait perdu sa trace jusqu'en 2005, quand il est localisé sur la côte sud du Portugal. On sait aussi qu'il a beaucoup voyagé en Europe et jusqu'en Angleterre. Il utilise des pseudos comme Philippe Desnoux et va régulièrement en Belgique pour écouler sa marchandise en toute tranquillité. D'après certains, à la petite était impliqué dans le réseau choral. Dans le petit groupe de pervers, ces messieurs organisaient des partouzes pour lesquelles ils faisaient venir des enfants depuis une institution publique du coin. Exactement le même schéma que celui qui est en ce moment mis à jour en Angleterre avec le réseau de Saville et compagnie. Le même réseau faisait aussi dans le trafic de cocaïne. Mais cela n'est vraiment pas très original. On a vu la même chose avec le réseau belge, par exemple. En 2000, l'une de leurs victimes, âgée de 19 ans, porte plainte et est entendue par les juges. Elle a parlé de Fabra, qu'elle a reconnu dans les journaux, de Farina, son beau-père, qui l'aurait violée entre ses 9 et ses 12 ans, d'un ex-juge devenu avocat, un certain Ramon Romani Puig, alias Ramon Gros, d'un dénommé José Espagna, du réseau d'autres enfants. Le réseau organisait aussi un trafic de vidéos pédoporno. Elle a parlé du bar de Benissarlo qui appartenait à un trafiquant de coke, José Espagna Minquez, arrêté en 1999 suite à une saisie de 16 kilos de cocaïne. Un Italien dénommé Carlo Bonfante, qui traînait au bar Espagna, amenait de la drogue en Italie et revenait avec de l'argent, et Farina faisait pareil en Espagne, avec des changements de provenance du Panama qu'il réceptionnait. Les premières allégations concernant ce réseau remontent à 1997, quand Reynaldo Colas a compris que ses filles âgées de 3 et 5 ans à l'époque étaient victimes de viols répétés. Pourtant, les magistrats ont toujours estimé qu'il manquait de preuves pour lancer un procès. Les fillettes vivaient dans la ferme Mas de Coll avec leur mère, Dunja Adcock, et Farina, qui s'est depuis remariée à 75 ans avec une avocate italienne. D'après cette victime, Farina prostituait carrément les filles auprès de son petit réseau de pervers. Il va sans dire également que le père a tenté de reprendre la garde de ses filles et qu'on a cessé de lui mettre des bâtons dans les roues. Colas a donc mené son enquête et récupéré divers témoignages concernant le réseau pédocriminel. Là aussi, la justice et les médias se sont pas empressés de limiter l'affaire à un conflit parental, c'est tellement pratique.
En 2006, Reinaldo Colas a même été condamné à 1 an et 5 mois de prison pour fausses accusations contre Fabra, Farina et compagnie. Aujourd'hui, il a monté une association appelée Asociación de Defensa de Niños Víctimas de Corrupción Sexual Infantil. D'ailleurs, c'est la juge Sofía Díaz García, dont on va reparler plus bas, qui a classé la procédure concernant la plainte de Reinaldo Colas. La justice a considéré qu'il n'y avait aucune trace d'abus ou de viol. Accessoirement, la dite juge Díaz García a poursuivi sa carrière tranquillement et continué à juger les citoyens. Il ne semble même pas qu'elle ait eu un rappel à l'ordre. Parmi ces témoignages, celui d'un habitué du bar España, un certain Antonio Perer, qui raconte en 1999 comment se déroulaient les soirées dans ce lieu fréquenté par du gratin. Des fillettes de 8 à 12 ans environ y étaient amenées, parfois quelques garçons. Perer connaissait Carlos España, le fils du trafiquant de coke et patron du bar, depuis l'école, et il a participé à quelques trafics de drogue avec lui. Pourtant, Perer a fini par parler au père des fillettes, Reinaldo Colas, qui a enregistré de nombreuses heures de conversation avec lui, et l'a convaincu de se rendre chez les flics et de tout balancer en échange d'une protection. Des films étaient tournés à l'initiative de Carlos España, à l'étage par le français, c'est-à-dire à la petite, le fameux cinéaste pédo qui montait avec des enfants. D'autres Français aidaient à écouler des vidéos en France. Farina et un congénère se chargeaient de les revendre en Italie. Perer a précisé que sur un film pédoporno amateur que lui avait montré España, il avait reconnu la fille aînée de Reinaldo Colas, et il a ajouté que Farina a parfois tenu la caméra lors de viols d'enfants. Selon lui, la mère des fillettes et un certain Ramon Gros, l'ex-juge, participaient aussi à ces partouzes et apparaissaient sur les vidéos. Parmi ces déclarations, Perer a établi un lien entre le bar España et le triple meurtre d'Alcácer, 3 adolescentes qui ont été massacrées en 1992, un lampiste condamné, un autre en fuite et de sales rumeurs d'un crime rituel commis par des puissants. Ce qui laisse songeur quand on sait que par exemple Luis Salona, franc-maçon et frère de Javier Solana de la Commission européenne, est cité comme l'un des meurtriers. Et que bien sûr, les seuls à avoir eu des problèmes sont de petits délinquants. Et même le père d'une des victimes qui a accusé publiquement des gens un peu trop puissants. On s'aperçoit dans cette affaire, comme dans celle du bar España et d'autres, que les politiciens impliqués dans le réseau pédophile l'utilisent pour corrompre leurs petits camarades, probablement autant que par plaisir personnel. On s'aperçoit aussi que les mêmes trempent dans pas mal de détournements d'argent, y compris à grande échelle et toujours sur le dos des citoyens. De fait, un type comme Fabra, qui filmait lui-même les partouzes, avait tout intérêt à se protéger et à avoir des moyens de pression sur ses copains. Mais comment cela est-il possible dans nos magnifiques démocraties ? Ceux qui contrôlent la justice contrôlent le pouvoir. Et oui. Perer affirme également avoir vu au moins 2 fois la juge Sofía Díaz parler au bar España avec l'ex-juge Ramon Gros. Sofía Díaz avait, comme par hasard, classé la première plainte d'abus sexuels sur mineurs concernant Giuseppe Farina. Son témoignage a été considéré comme valide par les flics parce que sa description des lieux correspondait parfaitement. Apparemment, c'est Ramon Giovanni Puig qui était au cœur du réseau. Il sortait avec l'ex du trafiquant de cocaïne, Teresa Montilla, qui tenait le bar España pendant que son ex était en tôle. Mais c'est Carlos Fabra qui se trouvait au sommet de l'organisation. C'est lui qui, chaque mois, organisait une grande fête avec les lieutenants du réseau, les clients et de nombreux invités, où des enfants étaient servis aux pédos. Bien sûr, Fabra a poursuivi Reinaldo Colas pour injure et diffamation dès qu'il l'a accusé en plein meeting public d'être un pédophile et violeur d'enfants. En 1996, une infirmière qui travaillait à l'hôpital comarcal de Vinaros, Alicia Martinez, est retrouvée assassinée. Or, il se trouve qu'elle a été la compagne d'un avocat
et avait eu une relation intime avec Ramon Gros, ce pédophile sadique au cœur d'un réseau ultra puissant de corruption, avec lequel elle se rendait parfois au bar Espagna. Pereire a déclaré qu'il a entendu Ramon Gros, au bar Espagna, s'énerver sur Alicia Martinez, qu'il traitait de tous les noms parce qu'elle ne voulait pas collaborer avec nous. Il disait qu'elle était devenue folle et qu'il fallait y remédier. La réunion au cours de laquelle Ramon Gros a signé l'arrêt de mort de l'infirmière était présent Carlos Espagna, Juan Mateu, un autre habitué du bar, Francisco Rosca, Juan Mateu, je viens de le dire, Farina et Teresa Montilla. Quelques jours plus tard, on a emmené Alicia Martinez en boîte, puis on l'a séquestrée chez elle, et puis on a retrouvé son corps sur une plage rejeté sur la mer. La raison ? Elle en avait marre de soigner les enfants victimes de maladies sexuellement transmissibles et autres blessures anales et vaginales dues aux viols répétés qu'ils subissaient de la part de ce réseau de tarés. À Benicarlo, tout le monde savait très bien qu'Alicia n'était pas morte par accident. Comme on l'a dit avant qu'on ne retrouve son corps, elle était censée avoir été tuée suite à une chute avec son véhicule qui a pris feu. Je cite. La manipulation de l'information destinée aux médias était l'affaire de la juge Sofia Diaz et du capitaine Santos de Binieros, qui s'organisaient au bar Espagna avec les autres ce qu'il fallait ou non publier, a raconté Pereire. Sofia Diaz était la juge qui contrôlait toutes les affaires impliquant le réseau de Fabra afin de manipuler les procédures. Encore mieux, cette juge contrôlait les nominations à la Residencia de Menores Bex Maestrat de Binaros, un foyer pour jeunes difficiles d'où venaient certains des enfants exploités par le réseau. Ainsi, Martinez savait qu'il y avait régulièrement de nouveaux enfants pour les clients. Des enfants issus de familles déficientes ou simplement pauvres. Comme ça, s'il y a une plainte un jour, on répond tout simplement pas aux parents, on les met aux oubliettes et il ne se passe rien. Certains parents, après cela, ne voyaient plus du tout leurs enfants, qui étaient juste envoyés dans un autre foyer, un peu plus loin. Les enfants étaient souvent amenés par Farina, mais aussi par la directrice du centre ou par une éducatrice, suivant la quantité d'enfants qu'il fallait amener. Selon les déclarations du même Pereire, le meurtre sauvage de toute une famille était un cover-up décidé lui aussi au bar Espagna. Le père de la famille devait témoigner à une audience dans le cadre d'un trafic de faux billets en lien avec la branche française du réseau. Histoire de clore le chapitre, on a dit que, selon les analyses, c'est le père qui a tué sa femme, son fils de 13 ans et lui-même. Il semble d'ailleurs que ce mode de meurtre familial soit à la mode, et pas seulement en Espagne pour étouffer les affaires compromettantes. Pereire évoque encore un certain Jaime, condamné pour avoir tué sa fiancée. Il travaillait comme conseiller au foyer pour enfants Bex Maestrat de Binaros ou aussi au bar Espagna où il fournissait des enfants du foyer pour les clients sur les ordres de Juan Mateu. Il se trouve, selon Pereire, que la fiancée de Jaime, Marie-Carmen, ne supportait pas les activités de son compagnon et l'exploitation des enfants de la Residencia des Menores de Bex Maestrat. Je cite, « Je suis conscient du danger pour ma vie après avoir fait cette déclaration, volontairement, au poste de police, mais je n'ai pas peur, cette confession m'aide à être en paix avec moi-même et avec les nombreuses victimes de cette organisation, » a précisé Pereire avant de décrire un fonctionnement par la terreur qui ressemble fort à ce qu'ont décrit les témoins X de l'affaire Dutroux ou encore les enfants victimes à Outreau. Je cite, « L'organisation fonctionne avec un système infaillible pour créer la peur chez ses victimes, même de la terreur. Je pense qu'on peut les qualifier de terroristes. Ils trouvent toujours un moyen de s'en sortir avec leurs habitudes de menacer de mort leurs victimes et les citoyens de Benicarlo et des alentours qui pourraient nuire à leurs intérêts. Dans ce cas-là, on l'a vu, les décisions sont prises au cours de réunions qui se tenaient dans le complexe du bar Espagna. Il a ajouté que à Benicarlo, beaucoup d'habitants vivent dans la peur de ce réseau et de ses hommes de main. Et beaucoup de meurtres non résolus sont en réalité le fait de cette bande de mafieux pédocriminels.
Aucun protagoniste n'a été inquiété. Décidément, le couperet de la justice semble s'enrayer. On ose imaginer la raison de cette passivité flagrante. Justice corrompue, pédophile à tous les niveaux, ou presque d'ailleurs, où on en viendrait à plaindre les rares qui ne le sont pas dans ce milieu, politiciens véreux, corrupteurs, corrompus et mafieux, rayez les mentions inutiles. Revenons sur l'affaire Alcacer. L'histoire, c'est ce qu'on a appelé le crime d'Alcacer. La disparition, la séquestration, la torture et le meurtre de 3 ados du village d'Alcacer, âgés de 14 et 15 ans. Myriam, Antonia et Maria Deseada. Elles ont été enlevées durant la nuit du vendredi 13 novembre 1992, alors qu'elles faisaient du stop pour aller en discothèque dans le village d'à côté, à 2,5 km. 2 apiculteurs qui participaient aux recherches ont retrouvé les corps le 27 janvier 1993, soit 57 jours après, à moitié enterrés dans une fosse, dans un lieu désertique appelé la Romana, puis près du barrage de Tous. L'autopsie, du moins ce qui en était dit dans les médias, a fortement choqué l'opinion, car les 3 gamines avaient subi des abus sévères. Anglès a été vu en voiture avec Ricard ce soir-là, et ils auraient embarqué les 3 filles qui faisaient du stop. Elles auraient été violées dans une maison abandonnée près du lieu où on les a retrouvées, puis tuées d'une balle dans la tête et enterrées. D'après la théorie officielle, les ados se sont laissés emmener sans trop de résistance. C'est d'ailleurs ce qu'a raconté Ricard. Mais ce n'est pas ce que montrent les blessures sur le corps. Très vite, les enquêteurs ont désigné Antonio Anglès et Miguel Ricard, 2 petits délinquants, comme auteurs des faits. Le premier, qu'on considère comme l'auteur des meurtres, est toujours en cavale, pendant que son comparse a été condamné à 170 ans de prison à l'issue d'un procès controversé. Il a fait des déclarations contradictoires et tellement irréalistes qu'une reconstitution n'a pas été possible. De fait, certains ont évoqué la piste d'un réseau criminel adepte de Snufmosi. Parlons des faits. Les gamines ont disparu entre l'entrée du village de Picassan, où elles ont été vues pour la dernière fois, et la discothèque, alors qu'il y avait du monde partout dans les rues. Certains disent qu'elles ont été dans la discothèque ce soir-là, mais le lieu exact de leur disparition est flou. Dès que les parents ont signalé les disparitions le lendemain matin, les recherches ont démarré avec la participation de nombreux habitants. On n'a retrouvé les corps que parce que des pluies intenses les avaient en partie déterrés. Comme par hasard, on a retrouvé dans la fosse un gant appartenant à Ricard, une douille et un document officiel appartenant à Enrique Anglès Martins, frère d'Antonio Anglès. La Guardia Civile s'est donc pointée chez les Anglès et Antonio a pris la fuite. Il est resté 1 mois dans une ville de la région et aurait failli être arrêté dans une autre. Depuis, sa piste réapparaît de temps en temps, mais toujours trop tard. Finalement, il serait parti en Irlande en 1993, depuis Lisbonne, et en 2000, celui qui était alors secrétaire d'État à la sécurité, Martí Fluxa, et l'actuel chef de la police, Juan Coutinho, ont déclaré qu'on avait retrouvé des ossements en Irlande et qu'ils pourraient bien appartenir à Anglès. Anglès est toujours parmi les criminels les plus recherchés par Interpol, et à la mi-janvier, on apprend que des proches d'Anglès ne sont plus sur écoute depuis 2009. Pour certains, comme l'auteur de Autopsia en la Romana, les filles ont été enterrées dans un autre endroit avant d'être enterrées à la Romana. D'après lui, elles ont probablement d'abord été enterrées à la Albufera, un grand lac où le sol a les mêmes caractéristiques que celles de la terre retrouvée sur les corps des fillettes. On n'a pas trouvé de traces biologiques des 3 filles dans le véhicule de Ricard, avec lequel elles sont censées avoir été amenées à la Romana. On n'a pas trouvé de traces non plus sur le lieu de l'enterrement, qui est censé être la scène du crime. Pas de sang, pas de cheveux, rien à part le gant de Ricard et le document d'Anglès. On n'a pas retrouvé les mains manquantes, ni les dents manquantes sur les corps.
La seule chose qui a été trouvée dans une maison en ruine à proximité, c'est un pendentif trouvé dans le grenier qui a été reconnu par l'une des familles. Les spécialistes de scènes de crime n'étaient pas encore arrivés à Madrid quand on a trouvé et déterré les corps. Les familles des deux criminels se sont considérablement enrichies depuis les faits. Et 13 ans après, la seule preuve que Ricard et Angles sont coupables vient des aveux de Ricard et des objets retrouvés sur place. La reconstitution n'a pas permis d'éclaircir le déroulement des faits. La chronologie est des plus aléatoires, et même en changeant plusieurs fois de version, la justice n'est pas parvenue à faire une reconstitution. Plusieurs suspects ont été arrêtés, et le 27 janvier, quand on a retrouvé les corps, on a décidé que les coupables étaient Ricard et Angles. Avant ce jour-là, un certain nombre de coïncidences ont eu lieu. 7 jours plus tôt, les autorités avaient promis de mettre une équipe spéciale pour enquêter sur les faits, équipe qui n'est jamais arrivée. 2 jours plus tôt, Fernando Gracia, le père d'une des 3 ados qui était très actif dans l'enquête, était parti à Londres pour lancer un appel sur la BBC au cas où les fillettes auraient été victimes de réseaux de traite des blanches à destination des pays arabes. Il y est allé à l'invitation de Raymond Nakassian, un milliardaire dont la fille avait été kidnappée quelques années plus tôt. La veille, il a été décidé que les enquêteurs venus de Madrid devaient repartir le 27 au matin, mais l'équipe de remplacement n'est jamais arrivée. Si bien que durant plusieurs heures, notamment quand on a retrouvé les corps, il n'y avait pas d'enquêteurs spécialisés. Du coup, c'est une équipe de la gendarmerie locale qui a déterré les corps. Ce matin-là, 2 apiculteurs décident, en plein hiver, d'aller voir les ruches et découvrent par hasard les corps à moitié enterrés. Quand l'un de ces apiculteurs a été interrogé par un enquêteur indépendant, simple citoyen, il lui a dit que ce qu'il désirait le plus au monde était de dire la vérité de ce qu'il s'est passé ce jour-là aux parents des 3 filles. Luis Romero Villafranco, président du barreau de Valence, s'est proposé pour défendre les intérêts des familles. Le procès s'est déroulé de mai à septembre 1997 et Ricard, qui avait un avocat commis d'office, a été condamné à 170 ans de prison. Alors quelques questions se posent. De faux témoignages ont été présentés par l'accusation, comme celui d'un patron de bar qui aurait vendu 3 sandwichs aux 2 accusés alors qu'ils ne les avaient pas vus ce soir-là. Pourtant, ce fut un témoignage clé de la procédure. A l'inverse, on peut s'étonner qu'Enrique Angles, dont le nom apparaît sur le document trouvé à la Romana, n'ait pas été interrogé dans les heures qui ont suivi la découverte des corps, alors que son frère devait être interrogé. Pas de chance, il y a eu le temps de s'enfuir, on ne sait pas trop comment. On sait aussi que Ricard vendait de la drogue à la sortie de l'école de Myriam. Et on peut se demander pourquoi elles auraient fait du stop, alors qu'il leur restait à peine 1 kilomètre à faire. Pourquoi sont-elles allées en boîte alors qu'elles n'avaient pas d'argent sur elles? D'ailleurs, Myriam aurait dit à son frère qu'elle n'allait pas à la discothèque, et des amis pensaient les trouver ailleurs, à Zaz. Pourquoi les procès-verbaux sur la découverte des corps ne correspondent pas avec ce qu'ont vu les 2 apiculteurs? Pourquoi les flics n'ont-ils pas pris au sérieux les témoignages de proches des 3 filles qui ont été entendus dans les heures suivant les disparitions, alors que ces déclarations auraient permis de les localiser et peut-être de trouver qui les avait kidnappées? En effet, 48 heures après la disparition des filles, des proches d'Angles ont déclaré à un témoin portier à la discothèque de Picassent, où elles sont allées, qu'elles étaient enterrées dans un chalet près de Picassent. Ce sont le père d'une des filles, Fernando Garcia, et le journaliste Juan Ignacio Blanco qui ont creusé plus en avant et ont soulevé quelques lièvres. Ce qui leur a valu pas mal d'ennuis. D'après les autopsies des ados, elles ont été torturées de manière extrêmement sadique et ont été agressées par au moins 7 personnes différentes. Aucun des poils retrouvés sur les corps n'appartenait à Ricard ou Angles. Pourtant, la justice a conclu qu'il était invraisemblable que d'autres personnes aient participé aux tortures et aux meurtres. Quant aux sévices subis, ils ne sont pas sans rappeler certaines pratiques sataniques. Les faits ont eu lieu une nuit de pleine lune. On a retrouvé des dents cassées chez les 3 filles, dues à des coups contrôlés.
et des coups beaucoup plus sauvages, à tel point que les cervicales ont été touchées. L'intention était vraisemblablement de provoquer le maximum de douleur. Le légiste Frontella a compté une trentaine de fractures au total. Chez 2 des filles, les extrémités du corps n'avaient plus de peau, bien que les corps étaient vêtus, et l'une d'elles n'avait plus de peau dans le dos, bien que ses vêtements étaient intacts. Et bien que les faits sont censés s'être produits à la Romana, aucune trace de sang n'y était visible. Désiré a été poignardé à 2 reprises, plusieurs heures avant sa mort, probablement pour le rituel qui consiste à boire du sang. Les 3 ont été coupés à l'épaule. On a retrouvé des objets dans l'estomac de Myriam et dans le vagin de Désiré, objets étranges composés de restes d'animaux. Les 3 ados ont été achevés, semble-t-il, d'une balle dans la tête. Mais on n'a pas retrouvé les douilles à la Romana. Après tout cela, les corps ont été lavés, puisqu'on n'a retrouvé aucune trace de sang sur les corps. Les ongles ont été coupés et enlevés, et une partie des cheveux et poils pubiens ont aussi été retirés. On a retrouvé 2 pierres dans les sinus d'Antonia. Parmi les violences qu'elles ont subies, des mutilations qui empêchent d'admettre qu'elles ont sagement fait le trajet de 800 mètres entre la maison en ruine et la fosse où elles ont été enterrées en marchant et sans perdre de sang. Ricard n'a jamais cessé de se contredire alors qu'il est le seul à défendre la thèse officielle, souvent contre l'évidence. Des témoins se contredisent aussi. Les gendarmes présents, quand on a déterré les corps, disent que les filles étaient enveloppées dans un bout de moquette. Mais pour 3 civils également présents, les 2 apiculteurs et le type des pompes funèbres, il s'agissait d'un tapis et même d'un tapis de valeur. Quoi qu'il en soit, aucune trace de sang n'y apparaissait, ni même aucune trace de boue alors que les corps des filles étaient recouverts de boue et qu'ils sont censés être restés dans ce tapis durant plusieurs jours. Et pourquoi le ministère de l'Intérieur a-t-il versé de l'argent aux familles Anglès et Ricard ? On ne peut pas poser ici toutes les questions qui mériteraient de l'être, et nous y reviendrons plus tard. Mais la procédure, comme la couverture médiatique, les investigations, les prises de position des uns et des autres, tout a été assez obscur depuis le départ. Depuis, on nage dans le bourbier. En 1997, une enquête a été menée sur un Français soupçonné d'être en relation avec la disparition des filles, demeurant dans un chalet à Albéric. Il possédait aussi un immeuble à Marbella, ville côtière assez chic, sans jamais avoir de revenus. Lui aussi était en relation avec le milliardaire Raymond Nakassian. En janvier de la même année, sur 2 plateaux télé, Fernando Garcia et Juan Ignacio Blanco ont déclaré qu'ils avaient trouvé 4 des coupables des meurtres. Ils désignent Alfonso Calvé, qui était gouverneur d'Alicante. Il a été chef de cabinet du directeur général de la police et était responsable des fonds spéciaux de la police. On va reparler de lui un peu plus tard, car ce psychiatre de formation était l'un des 4 actionnaires d'une maison de repos d'Alicante, de laquelle une ado a disparu à la même époque. Il est membre de la Royal Society of St. George, un club dirigé par la reine d'Angleterre et qui a des succursales partout dans le monde. Son but, dit le site web de la société, est de développer l'amour de l'Angleterre et assurer les intérêts du pays dans le monde. Les premières succursales de ce truc ont été créées à New York en 1770 et à Philadelphia en 1772. La branche de la Costa Blanca, à laquelle appartient Calvé, a été créée en avril 1991 et inaugurée pour la St. George's Day le 23 avril 1992. Parmi les invités qui s'y affichent, des diplomates anglais, des aristocrates comme le duc et la duchesse de Wellington, le journaliste et politicien anglais Michael Portillo et bien d'autres. Autres personnes citées, José Luis Bermúdez de Castro, producteur de cinéma. Apparemment, il est assez ami avec Calvé pour que celui-ci fasse disparaître des éléments à charge dans une magouille financière. Troisième personne citée, Francisco Leina, qui était haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Et enfin, Luis
Solana, frère de Javier Solana et ex-patron de Telefónica, membre du PSOE, le Parti socialiste, on le dit assez proche du roi Juan Carlos. Aujourd'hui, il dirige une compagnie d'investissement orientée vers les nouvelles technologies. Il a aussi de nombreuses décorations. Selon eux, ces types font partie d'un réseau de sadiques sexuels responsable de la disparition de, je cite, près de 150 fillettes et adolescentes qui ont pu subir la même fin tragique que Tony, Myriam et Désirée. Immédiatement, les 4 personnes dénoncées se sont drapées dans leur vertu et ont contre-attaqué. Francisco Garcia et Juan Ignacio Blanco ont donc été poursuivis, ce qui ne leur faisait pas peur car finalement ils avaient hâte de pouvoir démontrer l'implication des 4. Le journaliste qui les a laissés parler en direct, Pepe Navarro, a réaffirmé que leur enquête était solide et fiable et que de toute manière il fallait la prendre en compte. Il a dû verser des indemnités pour injures et calomnies. Le ministère de l'Intérieur a répliqué en réclamant une émission entière pour démentir. Quant à Garcia et Blanco, ils ont dû faire des excuses publiques également diffusées. Y compris par la mère d'une des 3 adolescentes qui a porté plainte contre Garcia parce qu'il a diffusé des images des corps et des autopsies. De fait, les familles sont divisées. Garcia, le père de Myriam, et les parents d'Antonia pensent que des personnes importantes sont impliquées, alors que la mère de Désirée, Hernandez, exclut cette hypothèse et pense que ce sont de petits délinquants qui ont aidé Ricard et Anglès à tuer les filles. Mais tout le monde admet que les assassins étaient plus que 2. L'association Clara Campoamor, qui dit aussi réclamer la vérité sur le massacre, prend également ses distances avec ces dénonciations, tout en affirmant que l'analyse de différents poils confirme qu'il y avait bien, je cite, un 3e assassin ou quelqu'un qui est intervenu dans l'enterrement. De plus, l'association admet le récit de Ricard comme étant relativement vrai. Les condamnations ont été sévères dès le départ contre Fernando Garcia et Juan Ignacio Blanco, le but étant de les ruiner et de les faire taire. Le 16 décembre 2012, Juan Ignacio Blanco a été acquitté des poursuites pour la diffusion de photos des autopsies, ce qui aurait choqué la mère d'une des fillettes qui avait donc porté plainte. Il risquait 2 ans de prison, mais on n'avait pas de preuve que c'était lui qui les avait diffusées. Bref, il semble bien que le but est d'enterrer définitivement toute l'affaire, qui décidément commence à faire trop de bruit en Espagne. Parlons des autres disparitions. Cette liste n'est pas exhaustive et nous reviendrons sur toute cette affaire assez rapidement, plus en détail. En 1992 ont également disparu 2 copines de 15 et 16 ans, Virginia Guerrero Espero et Manuela Torres Buguefa, dans le nord du pays, alors qu'elles partaient faire du camping. La dernière fois qu'elles ont été vues, le 23 avril 1992, 7 mois avant les 3 disparitions d'Alcácer, elles faisaient du stop vers Aguilar de Campo au retour de la discothèque El Jardín de Cupido, à 20 km de là. Depuis, on n'a pas la moindre piste quant à ce qui a pu leur arriver. La mère de Virginia pense que sa fille est toujours en vie puisqu'on n'a pas retrouvé le corps, mais elle refuse toujours de parler à la presse. En octobre 2001, les médias ont parlé de crânes retrouvés quelque part, mais après analyse, on a dit qu'ils dataient de la guerre civile. Depuis, aucune piste sérieuse. Ensuite, une autre disparition. Dans la nuit du 29 au 30 octobre de la même année, c'est Gloria Martinez, 17 ans, qui disparaît d'une clinique de repos à Alfaz del Pi, près d'Alicante, à 100 km à peine de Picassent et Valence. Ses parents avaient décidé de l'envoyer dans une clinique de repos, Torres de San Luis, où les patients sont répartis dans des magalons le long d'une autoroute pour des problèmes d'anxiété et d'insomnie. Depuis 1 an, Gloria a été suivie par le psychiatre Solaire, puis a cessé de le voir et son état aurait empiré, si bien que finalement Solaire a recommandé qu'elle passe quelques jours à la clinique. Gloria aurait disparu
vers 1h30 du matin, sans ses lunettes alors qu'elle ne voyait rien, gavée de sédatifs, aurait traversé les jardins, passé plusieurs murs, dont un de 2 mètres de haut, et se serait évanouie dans la nature par une nuit sans lune. Depuis, plus de nouvelles, malgré une récompense d'1 million de pesetas promis par une association. La clinique Torres de San Luis appartenait à une société anonyme composée de 4 associés, dont Alfonso Calvé, le gouverneur d'Alicante. Les gens y allaient pour se reposer ou pour des pathologies non sévères. Ce n'était pas vraiment une clinique, plutôt une maison de repos. D'ailleurs, selon les responsables de la clinique, la nuit de sa disparition, Gloria était attachée à son lit. Elle aurait demandé à aller aux toilettes. L'infirmière l'aurait détachée et Gloria l'aurait frappée avant de s'enfuir. Cela malgré une importante dose de calmant. Les flics auraient fouillé les alentours sans rien trouver. Et on a considéré qu'il s'agissait d'une simple fugue. Après tout, Gloria ne voulait pas aller dans cette clinique. Et puis en 1994, un nouveau juge d'instruction débarque sur l'affaire et ordonne de fouiller les plantations autour, les ravins, les égouts et aussi toute la clinique jusqu'à la fosse septique, où on a retrouvé un sac avec des effets personnels de Gloria Martinez contenant des sous-vêtements et une ceinture. Là, l'infirmière présente lors de la disparition change de version et déclare que Gloria avait uriné sur elle-même et qu'il a fallu la changer. Une analyse graphologique de l'écriture de Gloria le 29 octobre montre qu'elle avait reçu une forte dose de sédatifs. On relit les dossiers de l'époque et on constate qu'aucune trace de sa fuite n'a été trouvée. Le sol n'était pas piétiné, personne n'a rien vu. Quant à la clinique, on s'aperçoit qu'elle était déficitaire et Gloria était la seule patiente ce jour-là. Une rumeur s'est mise à courir qu'un auxiliaire incompétent l'avait tuée par overdose d'analgésiques. Bien plus tard, lors du procès, la société anonyme Zopito et Solaire ont été condamnés à payer 104 000 euros de dédommagement aux parents de Gloria. Autre disparition, le 14 janvier 1989, dans la même région de Valence que les disparitions d'Alcacer, trois autres jeunes ont disparu à Macastre, 2 filles de 15 ans et un garçon de 14 ans. 5 jours plus tard, on retrouve le corps de Rosario dans une cabane à Macastre, et le 27 janvier, on retrouve un pied de sa copine Pilar dans la rue Alcacer à Valence. Le 8 avril, c'est le corps de Francisco qui est retrouvé pas loin de la cabane, et le 24 mai, des enfants tombent dans le village voisin de Turis, un corps de femme âgée de 18 à 25 ans, auquel il manquait une main et un pied, et qui avait été battu avant sa mort. Les flics l'attribuent à Pilar, mais d'après sa famille, le corps était méconnaissable. D'autant que le cadavre avait une cicatrice à la jambe, que Pilar n'avait pas, si bien que la famille ne croit pas à sa mort. En juin 1989, on retrouve un pied appartenant à ce corps, un peu plus loin. Puis en 1999, on retrouve des ossements dans un sac plastique à Macastre. Ceux-là proviennent bien de Pilar. D'après l'autopsie de Rosario, celle-ci serait morte le 16 janvier, 2 jours après la disparition, d'une asphyxie liée à une overdose et à l'inhalation de monoxyde de carbone. 2 des corps ne présentaient pas de traces de violence, mais le 3e a été démembré avec une scie mécanique. Ce qui n'a pas empêché les flics d'évoquer des décès par overdose. D'après eux, Rosario aurait été la première à faire une overdose. Puis Francisco est parti chercher de l'aide et est tombé 400 mètres plus loin. Par contre, on n'explique pas avec cette théorie comment le corps de Pilar s'est retrouvé à Turis avec un pied coupé à la scie mécanique. Sur l'une des victimes de Macastre et sur l'une de celles d'Alcacer, on a retrouvé le même liquide rouge dans les parties génitales. Et d'après certains enquêteurs, Rosario aurait été tué à petit feu et obligé de prendre de la drogue. Certains disent qu'elle a été violée, d'autres disent que non. Autour de la cabane, les enquêteurs auraient retrouvé la trace d'au moins 4 hommes différents.
Francisco est mort d'une balle de pistolet automatique dans la tête, calibre 9 mm. Le même type que les flingues de la Guardia Civile et de la police. Mais certains disent qu'on leur a tiré dessus alors qu'il agonisait déjà. Le scénario d'une sorte de chasse se dessinait, d'autant que dans la même zone, on a retrouvé le corps d'une femme mutilée à la tronçonneuse. Entre 1985 et 1995, dans la zone de Macastre, Valence, 23 jeunes ont disparu et 18 cadavres de jeunes ont été retrouvés. Pour conclure, la question à se poser est: cela est-il impossible en France ? On parlera bientôt des États-Unis où les choses ne sont pas plus brillantes, de l'Angleterre, du Portugal, de l'Irlande, qui méritent qu'on s'y arrête car là-bas aussi les connexions entre la classe politique et le réseau pédophile sont claires, même si ces affaires ont été étouffées jusqu'à présent. Évidemment, il se passe la même chose en France, et cela va aussi finir par se savoir. Même si le secret est bien gardé, à force de menaces, chantages et exactions diverses et variées. Un proverbe turc ne dit-il pas « Celui qui dit la vérité doit avoir un pied à l'étrier » ? Mais enfin, trop de gens savent de quoi ils retournent. Trop de tarés sont désormais carbonisés. Le grand déballage doit aussi commencer chez nous. Alors, retournons maintenant, une fois avoir fait l'état des lieux de ces quelques disparitions, sur l'affaire du bar Espagna. Alors pour résumer l'histoire en 2 lignes, il est question de plusieurs dizaines d'enfants qui ont été violés par un réseau qui faisait dans les partouzes pédophiles, les snuffs et la pédopornographie, ainsi que dans d'autres magouilles. Les profils des coupables restés impunis à ce jour sont variés. Politiciens locaux, entrepreneurs, réalisateurs, patrons de bars, etc. Si nous revenons sur cette affaire aujourd'hui, c'est parce qu'on peut faire un lien entre l'un des protagonistes, le producteur de pédoporno Bernard Alapetite, et l'un des proches de Jérém Star, ce youtubeur hyper connu des ados accusé par certains de servir d'appât à des amis pédophiles pour attirer des adolescents. Nous reviendrons plus tard sur cette histoire car les connexions de la petite bande autour du dit Jérém Star méritent d'être quand même creusées. Ici, on va plutôt voir quel est ce réseau de VIP actif pendant plus de 20 ans dans la région de Valence en Espagne et dans lequel le dénommé Bernard Alapetite avait un rôle central. 80 victimes, 0 coupable, 20 ans d'impunité. L'affaire du bar Espagna, c'est aujourd'hui 80 enfants victimes de ce réseau qui ont été identifiés, dont la plupart sont passés par un foyer appelé la résidence Bex Maestrat de Binaros, dont la directrice collaborait avec le réseau selon plusieurs sources. On parle aussi, d'après les témoignages, de 5 enfants assassinés par le réseau dans le cadre d'orgies et ou de snuff movies. Quant aux membres du réseau, 57 ont été nommés par les victimes ou par des repentis, et ils sont souvent issus du gratin local. Patrons, politiques, avocats, magistrats, le grand classique, quoi. Les premières dénonciations de ce réseau qui gravitait autour du bar Espagna et de la résidence Bex Maestrat, principalement, ont eu lieu en 1997. Mais, pendant 20 ans, rien ne s'est passé. Malgré les dénonciations de plusieurs victimes et parents de victimes, les seules procédures entamées par la justice visaient à les faire taire. Les victimes, évidemment. Ce réseau opérait à partir d'un QG qui était le bar Espagna à Benicarló. L'affaire a commencé à être dénoncée au milieu des années 90. Depuis, l'affaire est enfin sur la place publique. Dès 1997, 2 fillettes de 3 et 5 ans ont bien décrit à leur père, Reynaldo Colas, les viols et les films qu'on les obligeait à faire. Elles ont aussi nommé d'autres enfants victimes, dont certains venus de la résidence Bex Maestrat. Elles ont parlé de plusieurs adultes ayant participé au viol, comme Giuseppe Farina, Bernard Alapetite, El Frances, qui faisaient les films et participaient au viol, ainsi que d'autres comme le capitaine S, de la gendarmerie du coin et la juge D. Et finalement, elles ont décrit, avec leurs mots, un réseau de prostitution de mineurs et une véritable mafia.
Le portier du bar, Antonio Pereira, a tout confirmé. Il a expliqué que leur mère se rendait au bar Espagna avec un des pontes du réseau, Giuseppe Farina, ancien président du Milan AC et nouveau copain de la mère. Il a dit qu'il avait reconnu une des fillettes sur une vidéo pédopornographique tournée dans le bar et plein d'autres choses sur le fonctionnement de ce réseau, dirigé par Carlos Fabra. Le père a porté plainte en avril 1997 et fourni des enregistrements de ses filles, mais elle n'a débouché sur rien. Il faut dire que c'est justement le policier S qui les a reçus, et que c'est la juge D qui s'est occupée de fermer le dossier au plus vite. Les deux sont des membres importants du réseau, selon plusieurs témoignages. Bref, à peine un mois après la première des deux plaintes, la juge D ordonne le placement des fillettes à la résidence. Au fil du temps, d'autres parents de victimes, dont les enfants ont été placés à la résidence Bex Maestrat, avant ou après avoir dénoncé les faits, ont rejoint le combat de l'infatigable Colas, qui n'est jamais parvenu à sortir ses filles, âgées de 3 et 5 ans, quand elles ont parlé de ce bourbier. 3 gamins avaient dénoncé les mêmes faits dès 1997. Ils disaient qu'on les emmenait depuis le foyer jusqu'au bar dans une fourgonnette verte. Dans le bar, on a commencé par leur faire regarder des films porno, pédoporno, pour leur montrer ce qu'on attendait d'eux. On les a aussi drogués, notamment avec de la cocaïne. La mère de 2 des enfants victimes placés à Bex Maestrat, parce qu'elle devait purger une peine de 3 ans de prison pour détention de drogue, explique qu'il lui écrivait pour lui raconter ce qu'il se passait. Mais elle n'a jamais reçu les cartes, qui n'ont jamais franchi les portes de la résidence. Une autre famille, dont les fils sont passés par la résidence et par le bar Espagna, s'est encore fait connaître en 2012. Aujourd'hui, une douzaine de victimes se sont exprimées publiquement, ont dénoncé les mêmes faits dans les mêmes lieux, les mêmes personnes, la même organisation, avec les mêmes activités et le même mode opérationnel. Des enfants ont aussi parlé de plusieurs meurtres auxquels on les a obligés à assister. Au total, on parle de 5 meurtres d'enfants commis par ce réseau. L'un d'eux est celui d'une fillette de 5 ou 6 ans, violée en tournante jusqu'à ce que mort s'ensuive. A été commis par Fabra et À la Petite selon plusieurs témoins. À la Petite est cité dans le réseau à la fin des années 90, au moment où il était sous le coup d'une instruction pour avoir diffusé des vidéos porno dans le réseau Ado 71 et dans le réseau Toro Bravo. Il a pris une peine dérisoire parce qu'on n'a pas pris la peine d'enquêter sur ses activités, notamment en Espagne. Un autre meurtre, celui d'un garçon gitan, est raconté par plusieurs témoins. L'un d'eux a déclaré à la justice qu'au mas de Col, on les a obligés à participer à une sorte de rituel satanique. Il y avait beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes. Je cite. Dans ce rituel, Carlos Fabra, habillé pour l'occasion avec une tunique noire qui avait une croix à l'envers, autour du cou, il avait une chaîne avec une étoile à 5 branches à l'envers sur le torse. Et ils ont parlé une langue étrangère qui ressemblait à du latin. Au sol, ils avaient dessiné une étoile à 5 branches et 2 cercles. Au centre de l'étoile, il y avait un garçon avec une tunique de couleur claire. Une vingtaine d'enfants et autant d'adultes étaient présents. C'est Fabra qui dirigeait la cérémonie, qui était entièrement filmée par Rodolfo, le cadreur de la bande. À la fin de la cérémonie, c'est raconté par les différents témoins, Fabra a tiré 2 balles sur le garçon en tunique, une dans la tête, une dans l'estomac et une derrière la tête. Donc 3 balles, pardon. Tout était toujours filmé, ont raconté les enfants, ainsi que les 2 repentis qui ont parlé à la justice et dont les témoignages ont été diffusés. Il y a aussi apparemment des parents qui vendaient carrément leurs enfants juste pour l'argent. Un juge en particulier, très prompt à placer les enfants dans la résidence, a été cité comme l'un des pontes du réseau et pédophile par des enfants et par d'anciens membres de ce réseau. Concernant les repentis. En 2008, un premier repenti du réseau est venu déballer l'histoire au procureur. Un autre l'a suivi et les témoignages de ces 2 repentis confirment totalement ceux des victimes. Il y a notamment celui d'un des hommes de main du réseau, qui confirme
tout ce que les enfants ont pu raconter, y compris les partous privés pour la haute société de la région de Valence dans lesquels on emmenait les enfants, dans les locaux d'une entreprise de Vinaros ou au bar Espagna. Il y avait aussi les films qui étaient vendus jusqu'en France et en Italie. Le type a témoigné chez le procureur anticorruption, parce que le réseau donnait aussi beaucoup dans diverses magouilles et dessous de table, en qualité de repenti. Parmi les coupables, il a dénoncé celui qui est le leader du groupe, le président du Parlement castillan, Carlos Fabra, un franquiste qui a longtemps cumulé les casseroles sans jamais être inquiété, tout en continuant son ascension politique jusqu'en 2013. Le repenti a également cité Farina et El Frances, Bernard à la Petite, pédophiles condamnés en France pour production et diffusion de pédopornographie à la même époque. Des avocats réputés, des magistrats, des entrepreneurs en vue faisaient partie des invités régulièrement. Ce repenti a également confirmé 5 meurtres d'enfants, ainsi que le meurtre d'une famille, du patron d'un vidéoclub et de 2 femmes qui ne voulaient plus collaborer avec le réseau, tous à mettre au passif de la bande de Fabra. Un autre repenti, Antonio Pereira, dont on a déjà parlé, était le portier du bar Espagna. Lui aussi s'est mis à table, un peu poussé au départ par Reynaldo Colas, le père des fillettes, à qui il s'est confié en premier. Il a tout dit sur le réseau, les pratiques de cet arrêt, les liens avec le monde politique, le traitement des victimes et de ceux qui ne collaboraient pas. Il a parlé des enfants qui montaient à l'étage du bar Espagna avec des adultes, des échanges d'argent, des films qui étaient tournés par À la Petite ou par Farina ou encore par le caméraman attitré du groupe et qui étaient ensuite vendus en France, en Italie et ailleurs. Il a aussi formellement identifié les 2 filles de Colas comme étant présentes lors de séances d'abus au bar Espagna. Selon Pereira, une partie des films pédoporno tournés par le groupe étaient vendus par le patron du vidéoclub qui a été séquestré puis assassiné. Un lampiste a été condamné, mais pas les 2 cadres du réseau qui étaient avec lui lors de l'opération. Les 2 ont décrit le fonctionnement du réseau. Fabra semblait être le grand chef. Quand il y avait des décisions importantes à prendre, il rencontrait les différents chefs de département qui géraient chacun leur partie du business. Trafic d'armes, trafic de drogue, corruption et faveur, prostitution des mineurs, pédopornographie, fausse monnaie principalement, et au bar Espagna. L'argent était remis à Fabra ou au comptable du groupe, Carlo Bofant, qui répartissait entre les chefs. Ça a fonctionné comme cela depuis au moins le début des années 90 jusqu'au début des années 2000 et probablement après, mais ailleurs car le bar a fermé quand les enquêtes pour divers trafics ont commencé à être ouvertes. Les enfants exploités par le réseau étaient généralement placés à la résidence Bex Maestrat, mais ils pouvaient aussi être les enfants ou proches de membres du réseau. On les droguait avec des médicaments pour oublier ce qu'ils subissaient ou pour ne pas sentir la douleur, mais aussi avec de la coke, de l'héroïne, qu'on les obligeait à sniffer, ou diverses pilules pour les exciter. La directrice de la résidence et sa secrétaire ont été citées par plusieurs victimes et par les repentis comme étant membres du réseau, souvent présentes lors des partous au bar Espagna ou dans les locaux d'une entreprise du coin, Mas del Coll. Parfois, c'était même elle qui emmenait les enfants depuis la résidence jusqu'au bar, aidait à l'occasion des éducateurs quand il fallait ramener une grande quantité d'enfants aux partous. Par ailleurs, c'était open bar pour les pédophiles à la résidence, essentiellement la nuit. Plusieurs témoignages confirment que des types venaient dans les dortoirs choisir des enfants pour les violer. Les éducateurs les laissaient entrer et les viols avaient lieu dans la résidence ou à l'extérieur. Qu'en est-il du lien avec l'affaire Alcacer ? Selon plusieurs témoins, il y a un lien avec une autre affaire bien gore qui s'est produite au début des années 90, là encore dans la région de Valence. Celle dont je vous ai parlé plus haut, en novembre 1992, 3 adolescentes de 15 et 16 ans ont disparu. On a retrouvé les corps mutilés quelques semaines plus tard dans le désert. 2 lampistes ont finalement été condamnés, comme je l'ai dit, pour les meurtres, même si rien ne collait dans l'enquête.
L'une des victimes de l'affaire a déclaré avoir vu la vidéo des viols, des tortures et des meurtres infligés aux 3 filles d'Alcacer et que les 2 lampistes ont traîné durant environ 2 semaines au bar Espagnol avant les faits. Un soir, ils sont arrivés avec Fabra et 3 autres pontes du réseau au bar Espagnol selon elle. Quand la vidéo des meurtres a été diffusée, il y avait le patron du bar Espagnol, le comptable de la bande, à la petite, Giovanni Puig, ex-juge avocat membre du réseau, une éducatrice de la résidence, le fils du patron et Carlos Fabra. Antonio Pereira dit avoir vu cette vidéo. L'autre repenti dit avoir vu les 2 lampistes à de nombreuses occasions au bar Espagnol. Or, il est évident que les 3 filles ont été massacrées dans le cadre d'un rituel et qu'elles ont été kidnappées dans ce seul but, pour satisfaire des tarés probablement puissants. Alors, et depuis ? En face, la juge D se démène pour faire fermer tous les sites et blogs qui donnent les noms des protagonistes. Mais c'est peine perdue, ils sont trop nombreux aujourd'hui et les témoignages ont déjà été largement diffusés. Depuis 2008, elle a aussi porté plainte. Et pour le coup, les procédures ont été suivies au niveau du tribunal, contre 6 personnes, victimes et parents de victimes, qui l'ont dénoncée. En juin 2017, ces accusés ont été entendus par un juge d'instruction. En effet, la juge D est bien citée par une douzaine de personnes comme l'un des piliers du réseau. Elle avait une double mission, étouffer toutes les procédures qui pouvaient déranger le réseau et approvisionner régulièrement la résidence en enfants, de manière à ce que le réseau en ait toujours suffisamment sous la main. Et étrangement, elle a été promue juge numéro 1 au tribunal provincial. Par ailleurs, elle participe aux orgies au bar Espagnol, était présente lors d'un rituel où un enfant a été tué, et aussi lors du meurtre de 2 fillettes en 1997, 2 sœurs, filles d'un homme de main du réseau. Des plaintes contre les repentis principalement, mais aussi contre les victimes, ont été lancées par divers personnages impliqués dans cette histoire, dont Fabra. Carlos Fabra, lui, est enfin tombé en 2013, mais seulement pour la fraude fiscale. Il risquait 13 ans, en a fait 2, est sorti en avril 2017 sans ses lunettes noires. 4 des 5 poursuites contre lui ont été abandonnées pour prescription. Mais son parti, le Parti populaire, est noyé dans les scandales sexuels et de corruption depuis des années. Ce qui ne l'empêche pas d'être au pouvoir avec le très à droite Mariano Rajoy, garant de l'impunité de son parti qui joue le rôle de Premier ministre. Depuis plusieurs années, des militants cherchent à faire éclater l'affaire et pour cela ils cherchent à la faire juger devant les tribunaux européens en réunissant un groupe d'avocats incorruptibles. Pas facile à trouver. Début 2017, la présidente de la Generalitat, l'autorité de gouvernement de Catalogne, a décidé de recevoir les victimes. Elle veut notamment comprendre pourquoi 2 des victimes, 2 frères, sont en prison depuis 10 ans pour des faits mineurs. Cette famille n'avait pas non plus compris pourquoi, en mars 1997, les 2 enfants de 3 et 7 ans ont été placés. Après une vingtaine d'années de procédures vaines, 27 témoins ont parlé de 80 victimes connues de ce réseau. 9 familles, soit 17 enfants victimes âgés de 3 à 12 ans ont porté plainte, et toutes ont été rejetées ou classées les unes après les autres. Un résultat qui peut sembler incroyable, mais ou tôt ou trop n'était pas franchement mieux. Tous les témoignages désignent les mêmes protagonistes, les mêmes lieux, le même mode opératoire et souvent les mêmes victimes. Les victimes, elles, sont généralement allocataires des minima sociaux. Certains ont été en prison, certains ont eu leurs enfants placés par les services sociaux. Elles ont des difficultés psychologiques et n'ont jamais été aidées. Une chose est sûre, sans les réseaux sociaux, cette affaire n'aurait jamais existé. Et elle ne sortira pas sans une pression de la société civile. Aux amis espagnols de dénoncer, de saisir les médias, d'organiser des manifestations devant les tribunaux, d'appeler d'autres victimes à parler. On sait désormais que les réseaux sont interconnectés, qu'ils passent les frontières au gré des déplacements de leurs membres et
que ce qu'il se passe en Espagne, en Belgique, en Angleterre, en Italie, aux Pays-Bas notamment n'épargne certainement pas la France. Et il est clair que l'obstruction a été totale dans cette affaire. Il n'était pas question de parler de ce système mafieux, de prostitution de mineurs, de pédopornographie et de meurtre d'enfants pour le plaisir de sadiques dont la place est au fond des égouts. L'affaire est à suivre. Petite actualisation, 60 km au nord de Benicarló, un nouveau réseau de production de pédopornographie est mis à jour à Tortosa. 7 mineurs victimes du réseau de pédophiles étaient placés sous tutelle, arrêtés pour avoir produit des vidéos de maltraitance sur 80 mineurs. 7 des 25 enfants identifiés étaient sous la tutelle de la Généralité technique de la DGAIA, ont alerté les Mossos, police catalane, des abus présumés. Parmi toutes les victimes, les Mossos d'Esquadra ont réussi à identifier 25 mineurs, tous résidant en Catalogne. La plupart des enfants étaient capturés par le réseau dans des quartiers défavorisés. Une stratégie qu'ils ont également utilisée dans des pays d'Asie du Sud-Est, comme le Sri Lanka ou l'Indonésie, ainsi que dans les rues du Maroc ou de la République tchèque. Ce sont les techniciens de la DGAIA qui ont alerté la police pour la première fois en 2015. Comme l'a expliqué un porte-parole d'Affaires sociales, les travailleurs ont activé le protocole de lutte contre les abus sexuels lorsqu'ils ont identifié des indices indiquant que l'un des enfants pourrait être victime d'abus dans un appartement à Torsora, Tarragone. L'opération de police a permis de certifier que d'autres mineurs de la localité se rendaient dans la même maison où les vidéos étaient enregistrées. Le médiateur catalan, le médiateur de Gruj, a également annoncé qu'il avait ouvert une enquête pour connaître la réaction de la DGAIA. Le bureau a demandé à la Generalitat toutes les informations dont elle dispose, ainsi que des informations sur les mesures qui seront prises pour prendre en charge les enfants victimes du réseau. Le médiateur a également pris contact avec le département de l'Intérieur pour obtenir des informations détaillées sur l'enquête de police. À la suite de la plainte de la DGAIA, les Mossos ont ouvert une enquête qui, dans un premier temps, a abouti à l'arrestation de 3 personnes, dont le chef du complot présumé de pédophile, un ancien producteur de films porno qui a transformé son entreprise en épicentre de diffusion de milliers de fichiers pédopornographiques. Au cours de la deuxième phase, 4 autres hommes ont été arrêtés pour avoir recruté et maltraité des mineurs. Cette actualisation date de 2019 et nous vous ferons savoir si des nouvelles choses apparaissent dans ce round numéro 10, le réseau Fabra Alcacer. À bientôt pour le prochain round.